Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode du podcast et aujourd'hui on aborde Basdo. Je vous l'avais promis sur les réseaux sociaux, j'ai tout le temps des questions sur cette maladie, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était peu documenté et c'est pas faux, c'est peu documenté sur internet, même moi sur mon site ou sur mes réseaux j'en parle pas énormément. En effet, donc aujourd'hui je vous fais un podcast assez complet sur le mode de fonctionnement de Basdo, sur la biochimie de Basdo, donc on rentre même un petit peu dans le complexe, donc accrochez-vous. On va aborder les causes de déclenchement de Basdo et comment est-ce que la santé fonctionnelle, la naturopathie peuvent s'inscrire dans un protocole de médecine en donnant des résultats qui sont absolument fabuleux. Et pour appuyer mes propos, à la fin on retrouve Christophe aussi, une personne que j'ai eu l'occasion de suivre par rapport à Basdo, parce qu'on va rester dans le même sujet quand même, pour expliquer un petit peu quel travail on a pu faire avec ces médecins qui étaient très ouverts, quels sont les résultats qu'on a eus, comment ils se sentent aujourd'hui et l'espoir du coup qui peut communiquer à toutes les personnes qui pensent que c'est définitif Basdo. En tout cas, je vous laisse pour le teaser et on se retrouve dans quelques secondes. Bienvenue dans le podcast Autour d'un café éclairé qui mêle naturopathie, science et médecine le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi autour d'un café. Je vous souhaite une agréable écoute. Alors, commençons par comprendre ce qu'est la maladie de Basdo. Comme je disais, c'est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire, votre système immunitaire, produit des auto-anticorps appelés anticorps antirécepteurs de la TSH, où vous pouvez retrouver aussi sur votre prise de sang le fameux TRAX. Ces anticorps vont venir se fixer sur les récepteurs de la thyréostimuline, la fameuse TSH, qui sont situés à la surface des cellules thyroïdiennes et qui vont venir stimuler de manière excessive la production des hormones thyroïdiennes, notamment du coup la T4 et par corrélation la T3. Alors pour résumer un petit peu ce mécanisme, on se rappelle, la TSH c'est une hormone issue du cerveau, pour faire simple, qui va venir naturellement se coller sur les récepteurs de la TSH qui sont situés sur les cellules de la thyroïde, et c'est le fait qui viennent se fixer sur ce récepteur qui va induire une réponse de la thyroïde et une production des hormones thyroïdiennes. Et bien dans Basdo, dans cette maladie auto-immune, en plus de la TSH, vous allez avoir votre système immunitaire qui va venir jouer un rôle là-dedans, puisque les auto-anticorps vont prendre la place de la TSH, donc c'est plus votre cerveau qui donne une information, c'est votre système immunitaire qui vient stimuler la production des hormones thyroïdiennes. Sauf que dans le cerveau, on a des rétrocontrôles qui se mettent en place. Un rétrocontrôle, c'est quand il y en a trop, on arrête d'en produire. Sauf qu'on n'a pas de rétrocontrôle sur le système immunitaire. Donc malgré le fait que vous ayez trop d'hormones thyroïdiennes, les auto-anticorps vont continuer de venir stimuler la thyroïde, ce qui va toujours en produire plus. Et en fait, on va avoir des symptômes d'hyperthyroïdie à cause de cette maladie de Basdo, de ce système immunitaire. Et dans les symptômes, on va retrouver la perte de poids rapide et souvent inexpliquée. Et on ne change pas nos habitudes alimentaires et pourtant on perd du poids. On va avoir la fatigue combinée et malgré ça, un sommeil qui va être compliqué. Cette impression de ne pas avoir sommeil, mais notre corps est fatigué. C'est quand même deux salles, deux ambiances. On va retrouver la transpiration excessive, notamment la nuit, la sensation de chaleur omniprésente, et ça quotidiennement, des palpitations cardiaques beaucoup plus présentes, de la nervosité, de l'anxiété et des tremblements. Alors, plus précisément, rentrant un petit peu dans la biochimie, c'est souvent des questions que j'ai, parce que là, les premières informations que je viens de vous donner, on peut les retrouver partout sur Internet, mais du coup, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce qui se passe. Dans les mécanismes biochimiques, on va retrouver du coup cette activation du récepteur à la TSH dont on vient de parler. Ça va entraîner
une cascade de signalisation intracellulaire qui implique principalement la voie de l'adénosine monophosphate cyclique. Cette activation, elle va venir stimuler l'expression du gène TPO, la typeroxydase. Alors je m'arrête là, je vulgarise un petit peu. En fait, quand la TSH ou du coup là, les auto-anticorps viennent se mettre sur les récepteurs de la TSH, donc ils induisent une stimulation vers la thyroïde, une demande d'augmentation de production des hormones thyroïdiennes, on va avoir une cascade de signalisation, c'est un peu comme quand vous appuyez sur un interrupteur chez vous, ça allume la lumière, c'est le courant électrique qui fait ça. Et bien dans notre corps, ça fonctionne pareil, vous appuyez sur le récepteur, on a une cascade de signalisation qui se met en place, qui va venir induire une réponse dans la thyroïde. Et quelle est cette réponse ? Eh bien, c'est cette fameuse TPO, cette fameuse typeroxydase. Il faut savoir que toutes les réactions au sein de votre corps sont induites par des fonctionnements d'enzymes. Pas que au niveau de la digestion, mais absolument tout. Une création d'hormones, c'est une réaction au niveau de l'enzyme. Une métabolisation, c'est une réaction au niveau de l'enzyme. Une destruction d'une cellule, c'est une réaction aussi avec une enzyme. Et bien dans la thyroïde, c'est la TPO qui joue ce rôle. Et cette TPO, cette typeroxydase, elle est essentielle pour la fixation de l'iode sur la thyroglobuline. La thyroglobuline, c'est une protéine de la thyroïde. Et c'est la fixation de l'iode sur la thyroglobuline qui va permettre la synthèse de votre T4, de cette hormone thyroïdienne. Donc la TPO vient permettre à l'iode de se fixer sur cette thyroglobuline. Et ensuite, on va avoir une libération du coup de cette T4 dans les vésicules lysosomales. Parce qu'une fois qu'elle est produite, cette T4, eh bien, elle est stockée dans la thyroïde. Donc il faut encore qu'on ait une signalisation qui nous permette la libération. Et bien, dans la maladie de Basedow, on a aussi une surstimulation qui induit une libération excessive de cette T4 dans le sang, provoquant du coup les symptômes d'hyperthyroïdie. Et un dernier point aussi qui est très très important à prendre en compte, et notamment pour les micronutritionnistes ou les médecins qui m'écoutent, ça va être que dans Basedow, on va avoir une activation des transporteurs de l'iode qui va être beaucoup plus présente. Donc ça va être suractivé, ce qui va faire que l'iode va rentrer beaucoup plus facilement dans la thyroïde. Ce qui va permettre aussi cette surproduction des hormones thyroïdiennes. Parce que forcément, si on a une TSH qui était normalement trop forte, mais là on a des auto-anticorps qui viennent surstimuler la thyroïde, mais qu'on n'a pas l'iode qui vient rentrer dans la thyroïde, et bien derrière, on ne va pas avoir cette surproduction. On va peut-être causer d'autres troubles, mais là, ce n'est pas exploré dans les recherches scientifiques, comme par exemple les nodules, les goitres, etc. Mais là, l'iode va pouvoir passer facilement dans la thyroïde, ce qui va permettre aussi cette production, cette surproduction. Donc il faut vraiment faire attention lors des supplémentations en iode pendant Basedow, et c'est pour ça que c'est fortement non recommandé de le faire, ou en tout cas de le faire de manière non suivi, parce qu'il y a des précautions à prendre quand on se supplémente en iode, parce que cette iode va passer entièrement dans la thyroïde et du coup ça va augmenter cette surproduction des hormones thyroïdiennes. Alors, vous allez me demander, vous me demandez souvent, mais pourquoi ? Comment est-ce qu'on crée Basedow ? C'est quoi qui crée Basedow en soi ? Eh bien, on connaît aujourd'hui plusieurs mécanismes déclencheurs de cette maladie dont on va parler maintenant. Et c'est là où le praticien en santé fonctionnelle, le naturopathe formé à ce genre de maladie, du coup, va pouvoir venir apporter un regard différent, un regard constructif, en plus de la réponse de la médecine, qui est très adaptée, encore une fois, mais qui va permettre de prendre ces facteurs en visualisation, de les travailler, et c'est en travaillant ces facteurs et en limitant leur impact qu'on va réduire drastiquement le taux de rechute après un protocole médicamenteux du coup autour de Basedow. Si tous les facteurs sont éliminés, il n'y a pas de raison de rechuter. Et on voit que le pourcentage de rechute suite à un accompagnement correct de ces facteurs réduit vraiment drastiquement les taux de rechute de 90-95%. Donc c'est quand même pas rien du tout. Donc pour rebondir, pour explorer un peu plus ces facteurs, il y a un premier point qu'il faut ne pas oublier, c'est que souvent cette maladie est corrélée du coup à des facteurs génétiques.
Je vais pas trop aventurer sur ce sujet-là parce que souvent les recherches de mutations génétiques sont pas faites en France, c'est pas encore très connu, c'est pas encore très exploré malheureusement. On va retrouver ça plutôt en Belgique, en Allemagne où c'est beaucoup fait, beaucoup plus aux États-Unis, mais c'est encore un autre genre de médecine qu'on pratique là-bas. Mais pour les personnes qui ont eu la chance d'avoir des explorations génétiques pour voir s'ils avaient des risques ou s'il y avait une explication génétique qui pouvait expliquer leur maladie de Basedow, on va retrouver notamment les allèles HLA qui sont impliqués du coup dans une augmentation des risques de créer Basedow et d'une manière générale même les réponses auto-immunes en fait. C'est toutes les maladies auto-immunes qui sont qui sont augmentées par la mutation des allèles HLA. On va retrouver aussi d'autres types d'allèles qui sont eux impliqués dans la régulation des lymphocytes T et lymphocytes B. Donc ce sont deux molécules de votre système immunitaire et on va retrouver notamment le CTL4 et le PTPN22. Alors voilà, c'est un petit peu technique, je ne rentre pas plus dans ce détail-là, c'est pour ceux qui ont des médecins ou des praticiens qui sont formés à ce type de test génétique. Alors, un autre facteur, mais très très important, qu'il faut absolument penser, qu'il faut absolument travailler si jamais il y est, c'est les troubles hormonaux sexuels. L'œstrogène, la progestérone et la testostérone sont censés être dans des balances que l'on connaît, qui sont optimales pour le fonctionnement du corps. On sait que les œstrogènes influencent la production des cytokines pro-inflammatoires. Qu'est-ce qu'une cytokine pro-inflammatoire ? C'est une molécule qui va venir communiquer des signaux à votre système immunitaire permettant de le moduler, de l'activer, de l'inhiber. Ça va dépendre du type de cytokines qui sont sécrétées. Sauf que les œstrogènes, ils augmentent les cytokines pro-inflammatoires qui vont venir stimuler les lymphocytes Th17. Encore des noms bizarres, encore des mots, je rentre un peu plus dans les explications. Ce que j'explique souvent au cabinet, c'est qu'on n'a pas un seul type de système immunitaire. Aujourd'hui, on en connaît bien 21 et on irait jusqu'à penser qu'il y en a 26. Je pense que dans les futures recherches scientifiques, on explorera un peu plus ces 26 systèmes immunitaires et je pense qu'on finira par trouver tout leur fonctionnement. En soi, je les compare un petit peu à notre force armée qu'on va retrouver dans les pays développés. Nous, en France, on va retrouver la police municipale, la police nationale, le GIGN, les douanes, l'armée de terre, l'armée de l'air, etc. Ils ont chacun un rôle spécifique. Ils n'interviennent pas dans les mêmes situations, mais ils permettent, on va dire, de réguler ce qui se passe dans le pays. Eh bien, notre système immunitaire, il fonctionne pareil. On a différents types de systèmes immunitaires qui n'agissent pas du tout de la même façon, ni aux mêmes endroits, et qui n'induisent pas les mêmes réponses au niveau du corps. Eh bien, le système immunitaire Th17, lui, est caractérisé par, quand il est en excès, quand il donne des réponses trop fortes, il est impliqué dans des maladies auto-immunes. Les œstrogènes venant stimuler ce type de système immunitaire, ils vont forcément induire une plus grande sensibilité à déclarer des maladies auto-immunes dont Basedow fait. Et c'est ce procédé qui expliquerait pourquoi la maladie de Basedow est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Et c'est pour ça que c'est très important de venir travailler sur les causes de l'hyperœstrogénie, du manque de progestérone, puisque la progestérone vient compenser, on va dire, réguler le taux d'œstrogène. Les deux sont très importants et pour les mecs, du coup, il faut regarder aussi le taux de testostérone. Et c'est là où le praticien en santé fonctionnelle, du coup, et le naturopathe formé vont avoir un rôle à jouer parce qu'on va venir analyser pourquoi il y a trop d'œstrogène. Ça peut venir d'une dysbiose intestinale, un problème de détox, une surproduction, une inflammation chronique. Ça peut venir du manque de progestérone. Ça peut venir de plein de choses différentes et c'est là où nous, on va avoir un regard extérieur qui va nous permettre de cibler la cause de la cause, donc la cause de cette hyperœstrogénie qui est elle-même la cause possible, en tout cas, de Basedow. Et c'est là où on a un travail très global, très holistique, pour ce super mot qui est utilisé à toutes les sauces, et qui donne des très très bons résultats. Et bien dans le même genre, on va retrouver aussi le cortisol. J'avais fait un podcast
au tout début, quand j'avais lancé d'ailleurs autour d'un café éclairé, autour de l'hormone du stress. Le cortisol, qui est produit par les glandes surrénales et qui joue également un rôle dans la régulation de votre système immunitaire. Une élévation chronique de ce cortisol déséquilibre l'axe AHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Encore des mots compliqués. Qu'est-ce que c'est que cet axe ? Cet axe, c'est la réponse que va donner votre corps face aux stimuli de stress. C'est la communication entre votre cerveau et votre sphère hormonale. Quand il est suractivé, on va avoir une surstimulation du système immunitaire et sur la longue durée, un affaiblissement des réponses immunitaires. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le cortisol, cette hormone du stress, permet de moduler la réponse immunitaire et qu'une activation du coup prolongée va induire de l'auto-immunité, beaucoup plus de risques d'auto-immunité. Le stress est source d'auto-immunité. Donc, abusez des techniques de relaxation, prenez du temps pour vous. Petit conseil d'amis. On va avoir une autre cause du coup de cette maladie de Basedow qui va être le mimétisme moléculaire. Alors le mimétisme moléculaire, c'est quand deux molécules se ressemblent très 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 fortement. On sait aujourd'hui, il y a pas mal de recherches scientifiques en tout cas qui le mettent en avant, qu'il y a certaines infections virales et bactériennes qui sont fortement suspectées de déclencher, d'être un facteur vraiment déclencheur, un peu l'allumette sur de l'huile, de la maladie de Basedow, par ce phénomène de mimétisme moléculaire. Par exemple, on a le virus Epstein-Barr, virus que vous avez peut-être déjà entendu, son abréviation EBV, qui suggère que on a une similitude entre les antigènes qu'on va retrouver sur ce virus et les récepteurs de la thyroïde. Et en fait, notre système immunitaire va confondre la thyroïde, qui ressemble beaucoup à l'antigène, c'est un peu la carte d'identité de cet Epstein-Barr virus, de ce virus. Et du coup, il va confondre les deux, il va induire une réponse envers la thyroïde qui n'était pas du tout dirigée vers la thyroïde. À la base, c'était contre Epstein-Barr virus. Malheureusement, via ce mimétisme, on a un facteur déclencheur et c'est la thyroïde qui est attaquée derrière. Et pareil, on aurait le cytomégalovirus qui serait du coup impliqué dans ce même genre de réaction. Donc, des personnes qui sont sujettes à un affaiblissement au niveau du système immunitaire pendant un moment, je pense notamment au Lyme par exemple, ont plus de chances de créer une maladie de Basedow. Et dernier point qu'on retrouve le plus souvent, et j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important, c'est les dysbioses intestinales et l'hyperperméabilité intestinale. Le microbiote intestinal y joue un rôle fondamental dans la modulation du système immunitaire. C'est même plus à prouver, il y a des recherches scientifiques partout sur NCBI qui prouvent que le système immunitaire, il est éduqué en grosse partie dans notre intestin. Et il faut un intestin sain et en bonne santé, sans troubles inflammatoires chroniques, pour que notre système immunitaire puisse être éduqué correctement. On a aussi un autre mécanisme qui permet de produire des lymphocytes T régulateurs. Je reviens sur mon histoire de tout à l'heure, où on a plusieurs types de systèmes immunitaires qui ont chacun leur rôle, ont chacun leur spécificité. Il y en a qui peuvent être en excès, il y en a qui peuvent être écrasés, et ça donne du coup des troubles immunitaires sur le long terme. Mais on a un mécanisme naturel qui permet de venir rééquilibrer ces différentes balances. C'est le lymphocyte T régulateur. Il porte bien son nom, il vient réguler l'immunité. Ce lymphocyte T régulateur, il est produit dans des intestins sains. En cas de dysbiose, donc l'altération de la diversité bactérienne, ou de l'augmentation de la perméabilité intestinale, cette fameuse hyperperméabilité intestinale ou en anglais leaky gut syndrome, ils vont favoriser des réponses immunitaires non proportionnées, disproportionnées, et donc induire des réponses auto-immunes possibles. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est là encore une fois où le praticien en santé fonctionnelle va avoir tout un rôle à jouer pour venir chercher les causes, s'il y en a, de cette hyperperméabilité, de cette inflammation chronique, de l'altération des muqueuses, de cette dysbiose. Est-ce que ça vient d'un manque d'acidité? Est-ce que ça vient des troubles de libération de la bile? Est-ce que ça vient du stress chronique? Est-ce que ça vient d'une hypothyroïdie d'avant qui aurait réduit l'acidité gastrique, qui aurait donc permis aux mauvaises bactéries de proliférer au niveau de vos intestins? C'est là où la vision de la médecine fonctionnelle, du praticien en santé fonctionnelle, du naturopathe, a tout un rôle à jouer. Et d'ailleurs, ça me
ça me fait penser là qu'il y avait une endocrinologue avec qui j'avais parlé il y a quelques temps qui m'avait téléphoné parce qu'on avait eu des très très bons résultats sur un base d'eau chez une personne que je suivais depuis un moment et qui voulait savoir ce que j'avais fait parce que cette personne, ça faisait déjà, c'était son troisième traitement au néomercazole. Et du coup, la prochaine étape, c'était l'ablation. Et 2 ans après, du coup, notre suivi, toujours pas de rechute, alors que l'endocrinologue pensait vraiment qu'il y allait avoir une rechute au vu de tous ses antécédents. Et la personne se porte à merveille, etc. Donc j'ai eu la surprise d'avoir un mail qui me proposait un échange téléphonique rapide, du coup, pour savoir ce qui avait été fait, etc. Parce que ça l'intéressait beaucoup. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans son cas-là. Du coup, on s'est appelé, on a échangé pendant 10-15 minutes où j'ai expliqué ma vision. Et elle était très 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 intéressée parce qu'elle m'a expliqué qu'avec la charge de travail qu'ont aujourd'hui les médecins, le manque de temps, etc., elle n'a pas le temps de regarder toutes les dernières recherches scientifiques. Et elle était heureuse d'apprendre qu'il y avait aujourd'hui des axes qui se démarquaient de par ces recherches scientifiques pour aborder l'auto-immunité d'une autre façon et que, on va dire que les personnes n'étaient pas forcément condamnées. Et j'ai trouvé du coup le geste très très appréciable puisque ça montre que certains médecins s'ouvrent de plus en plus à ce genre de pratiques et ne sont pas fermés aux collaborations, sont dans la recherche de solutions. Et c'était vraiment ouais, une grande surprise. Enfin, ouais, j'ai vraiment apprécié le geste. Bon, en tout cas, pour en revenir à nos moutons, vous l'aurez compris, Basdo, c'est multifactoriel. Basdo, ça induit une réponse euh, d'hyperthyroïdie à cause de l'auto-immunité, mais que ce n'est pas définitif. Ça peut être abordé de deux façons différentes. Un protocole en médecine qui sera très correct et qui donnera de très bons résultats, tout en à côté accompagnant les facteurs de déclenchement de base d'eau, donc avec une recherche approfondie, comprendre la cause de la cause, et c'est là où vous aurez des résultats qui seront formidables. Et pour imager tous mes propos, je vais vous proposer un petit échange avec Christophe, du coup, que j'ai suivi en consultation il y a quelques temps, et bien par rapport à un base d'eau et tout le travail qu'on a pu faire avec ces médecins qui étaient très à l'écoute, qui étaient très intéressés aussi, les résultats qu'on a pu avoir et comment ils se sentent aujourd'hui, quels sont les résultats sur l'auto-immunité qu'on a eu, qui étaient quand même probants. Et bonjour Christophe. Je te laisse te présenter du coup, nous faire un petit tour de qui tu es. Bonjour Mathieu. Alors, je m'appelle Christophe, j'ai 49 ans, je suis apiculteur et j'adore le sport. Voilà, je pratique la musculation environ 2 fois par semaine. Euh, Quelqu'un de très très actif, comme vous pouvez le voir. Ok, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de base d'eau et tu vas pouvoir nous partager ton expérience personnelle du coup, puisque tu es atteint de cette maladie encore actuellement. Donc est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment tu l'as vécu, quelle est ton expérience avec cette maladie? Oui, alors Mathieu, effectivement, c'est une maladie que je ne connaissais pas du tout avant d'être touché par cette maladie. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai été opéré en fait d'une arthrodèse cervicale, c'est-à-dire que j'ai passé un examen d'imagerie parce que j'avais des maux de tête à une période. Et on m'a découvert, lors d'un IRM, donc du rachis cervical, une compression de la moelle épinière. Donc il fallait absolument, opérer pour, décomprimer la moelle épinière. Pourtant, à part, ces petits maux de tête qui n'étaient en fait même pas, je dirais, la cause du problème, mais il fallait quand même opérer parce que, je ne pouvais plus pratiquer mes activités, je pouvais plus si je chutais, je risquais en fait d'être paralysé. Donc je suis opéré, au mois de mars, 2024, décompression de la moelle épinière avec mise en place d'une cale en titane, une grosse opération quand même. Le post-op en fait, est très compliqué parce que j'ai, des douleurs, donc ça je savais que j'allais avoir des douleurs, mais j'ai des symptômes, donc et je ne sais pas si ces symptômes, sont dus à l'opération. En fait, c'était la maladie de Basedow qui était en train de s'installer. Donc en fait, 1 mois après cette opération, je décide de consulter mon médecin traitant, car je suis dans un état de fatigue très important, je suis très énervé, j'ai une perte de muscle, donc une sarcopénie, je perds 10 kilos en 1 mois, entre fin mars et début avril, pardon, fin mars et fin avril, donc et là je me dis: «Il y a un truc qui va pas».
Je veux dire, je mange normalement. J'avais mon transit aussi également qui s'était complètement modifié. Je n'avais jamais eu, ce genre de problème. J'avais, 6 à 7 diarrhées par jour, donc je fixais pas les nutriments, l'alimentation, j'avais mal au ventre, j'étais d'une humeur et d'un état de nerfs, j'étais très énervé, c'était très compliqué à gérer. Je comprenais pas ce qui se passait, je pétais totalement les plombs. Donc mon médecin traitant, décide de me prescrire, une prise de sang et il se dirige donc vers la TSH, qui fait un bilan complet, TSH aussi, T3, T4 et les TRAC, donc qui sont les anticorps antirécepteurs de la thyroïde. La TSH donc est à 0 sur les résultats suite à un rétrocontrôle, hein, trop d'hormones thyroïdiennes, donc on découvre ça. La T3 et T4 est 4 fois supérieure à la norme. Donc les TRAC, donc ces antirécepteurs anticorps, récepteurs de la TSH, sont positifs et 6 fois supérieurs à la valeur, de positivité. Donc mon médecin traitant contacte, un endocrinologue, parce que j'ai de la chance d'avoir un médecin, traitant qui est à mon écoute et je l'ai choisi aussi. Et donc il confirme le diagnostic, l'endocrinologue en disant: «C'est la maladie de Basedow». Heu, de là, l'endocrinologue ne peut pas me recevoir tout de suite, mais il va donner le protocole, d'antithyroïdien qu'il va falloir que je prenne. Il va donner donc le protocole à mon médecin traitant, pour que je puisse tout de suite, démarrer, le traitement et me sentir mieux. Et donc au bout de 3 semaines de traitement, d'antithyroïdien à dosage massif, mon état s'était amélioré et sur le plan digestif, sur le plan de la nervosité. Les hormones thyroïdiennes étaient redescendues et là je revivais un petit peu malgré la fatigue, j'essoufflais, quoi. Donc j'ai été reçu par l'endocrinologue un mois après. Ok, ok, d'accord. Et comment est-ce que tu as vécu du coup l'impact émotionnel du diagnostic de base d'eau? Alors, je t'avoue que donc pendant cette période d'un mois avant qu'on me diagnostique, donc que j'apprenne chez mon médecin traitant, par le biais de l'endocrinologue, que j'étais atteint de la maladie de Basedow, je pensais avoir vraiment une maladie très grave. Parce que pour moi, la maladie de Basedow, finalement, elle est embêtante, il y a plein de contraintes, mais voilà, je pensais à vraiment quelque chose de très grave. Bon, je pensais à un cancer, un truc. Je me suis dit: «C'est pas possible de perdre 10 kilos». J'avais un corps d'ado, hein, alors qu'un mois avant, je faisais de la muscu, je faisais 83-84 kilos, j'étais bien développé, de partout. Donc il y avait vraiment un problème et je me disais que quelque chose de, entre guillemets, «pas grave» ne pouvait pas me mettre dans un état, comme ça. Donc lorsqu'on trouve, que c'est la maladie de Basedow dont je suis atteint, j'ai un vrai soulagement sur le coup et lors du rendez-vous, avec l'endocrinologue, donc là, je prends quand même conscience que je vais m'engager dans un long processus, sans savoir où vraiment je vais. Parce qu'il va m'expliquer que ça va durer, 1 an et demi. Là, ça me met quand même un coup parce que, ben, moi, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un, qui prend soin de ma santé, qui se complémente en nutriments, en micronutriments et tout ça et je me dis: «Qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Est-ce que je vais pouvoir continuer à pratiquer mon sport? Est-ce que je vais continuer à être le même, Christophe ou pas? Et puis rapidement, je me reprends et je me dis: «Ben, comme d'habitude, je vais affronter le défi, la ligne d'arrivée est au bout, je ne lâche rien jusqu'au bout». Et la ligne d'arrivée étant le retour à un état clinique normal de mes marqueurs, de la maladie Basedow négatif, en fait, il faut que les tracts soient vraiment négatifs. Donc je décide, en sortant de mon rendez-vous avec l'endocrinologue, de trouver un spécialiste dans la maladie auto-immune, maladie de Basedow, de façon à maximiser et optimiser mes chances de ne pas voir exploser mes taux d'hormones thyroïdiennes à la fin du traitement par antithyroïdien. Je me disais, voilà, il y a 1 an et demi de traitement antithyroïdien, si derrière ça recommence, j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, même si ça recommence, comme d'habitude, je vais mettre tout de mon côté pour pas que ça recommence. Et là, donc, je te contacte. Ok, ok, ok. Et alors, je rebondis juste sur une chose que tu as dit que je trouve intéressant, c'est que tu as une très bonne hygiène de vie de base, tu es sportif, tu te supplémentes, tu fais attention à tout ça, enfin tu fais vraiment attention à ta santé. Et pourtant, tu as quand même été atteint de la maladie de base d'eau. Donc, c'est souvent aussi des questions que je retrouve en consultation ou par mail. C'est pourquoi est-ce que j'ai déclaré la maladie de base d'eau. Il faut savoir que même les personnes qui font vraiment attention à leur santé, qui mettent toutes leurs chances de leur côté pour pas tomber malade, eh ben, ça peut arriver et il faut pas non plus s'effondrer pour ça. C'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qui s'accompagnent aussi derrière. En plus, on part de moins loin, donc c'est tout aussi facile de travailler.
Pour revenir un petit peu de nouveau à nos moutons, comment est-ce que tu as, tu as vécu la vision de la médecine fonctionnelle, de la naturopathie, que je pratique moi en tout cas? Alors, comment je l'ai vécu? Bah, j'ai vraiment été satisfait de la prise en charge, car c'est vraiment à ce que je m'attendais. Donc, bah, lorsque tu m'as pris en charge, il y a eu un travail, de fond sur la porosité intestinale. Alors c'est un volet que j'avais vraiment pas, enfin moi donc je suis un passionné, hein, donc je vais voir toutes les études PubMed, la littérature scientifique, donc par rapport au sport, par rapport à la micronutrition, et je suis également formé aussi en micronutrition, parce que je suis tellement intéressé sur le sujet et sur, mon évolution en fait, de ma santé que, j'ai fait une formation en nutrition sportive. Et donc, j'avais entendu parler de la porosité intestinale. C'est quelque chose vers lequel je n'avais jamais été, jamais osé, approfondir, et ça finalement la maladie, ça a été l'occasion, d'aller, de enfin de pouvoir être pris en charge par vraiment, toi, le spécialiste. Et donc tu m'as permis aussi d'avoir un équilibrage en micronutriments, un équilibrage alimentaire. Cette prise en charge globale était vraiment de qualité, hein. Moi, j'avais déjà pas mal d'habitudes mis en place de mon côté, sur l'alimentation et la complémentation en micronutriments. Mmh. Merci pour ton retour déjà. Mais oui, 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 tu avais déjà une excellente hygiène de vie. Et c'est vrai qu'on avait mis en avant, après des tests de biologie fonctionnelle, un travail nécessaire sur l'hyperperméabilité intestinale, le microbiote et tout ce qui va autour. Dans le podcast, j'ai pas mal parlé du coup de la prise en charge médecine, naturopathie, santé fonctionnelle. Comment tes médecins, du coup, ont perçu ma vision des choses, la vision en tout cas de la médecine fonctionnelle par rapport à base d'eau, aller travailler sur les causes de ce base d'eau? Est-ce qu'il y a pu avoir un travail main dans la main avec tes médecins? Ouais, absolument. Avec mon médecin traitant, oui, parce que mon médecin traitant, je rappelle, hein, c'est un médecin que j'ai choisi, parce qu'il est très ouvert, il est disponible, dans la compréhension des choses, hem et voilà, et ça passe entre nous, et ça, c'est important. Et la prise en charge de l'endocrinologue était très professionnelle, est très professionnelle. Il sait que j'ai été suivi par un naturopathe, il a rien dit, par rapport à ça, mais voilà, il a pas dit qu'il fallait pas se compléter avec la naturopathie. Mais mon médecin traitant, a vu, ce que toi tu avais fait comme travail, sur ma santé, sur mon état, de santé, et il a validé, tout ce que tu avais mis en place, au fur et à mesure, parce que tu m'as suivi quand même, je crois, sur, tu continues de me suivre d'ailleurs, mais de la grosse prise en charge, je crois qu'on avait eu 2 ou 3 rendez-vous au moins sur 6 mois ou 9 mois. Ouais, de tête, il me semble que c'est 3 rendez-vous sur 6 mois qu'on avait fait, ou 7 mois, quelque chose comme ça, ouais. Donc, ouais, ouais, moi j'ai beaucoup apprécié la collaboration, entre les praticiens, la validation, surtout de mon médecin traitant envers, les prescriptions, de naturopathie, dans ta prise en charge. C'est bien comme je disais aussi dans le podcast, il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts. Il faut les trouver, mais il y en a de plus en plus qui sont ouverts et ça aide vraiment à faire un travail de qualité, à aller travailler dans le fond et apporter vraiment un plus par rapport au traitement qui est proposé par le médecin. Et justement, par rapport à ça, est-ce que le praticien, le naturopathe, moi, j'ai empiété du coup sur le travail que le médecin, enfin les traitements que le médecin t'avait donnés? Non, non, absolument pas, tu as été, complémentaire dans la prise en charge, et jamais tu as dépassé, ton rôle, je veux dire mon médecin, est là pour me prescrire toute la partie, je dirais, médicale, et des médicaments, et toi tu viens en complément justement, aussi pour adoucir tout ça, et pour maximiser et optimiser, le fonctionnement de la thyroïde, parce que On vient vraiment travailler sur les causes en parallèle du traitement. Quelque chose que j'ai pas dit dans le podcast et que je vais dire maintenant, c'est que j'ai souvent la question de savoir si on peut remplacer le néomercazole par
une plante par un micronutriment pour empêcher la surproduction des hormones thyroïdiennes, je vais être franc avec vous, il n'existe rien d'aussi fort que le néomercazole pour arrêter cette production, enfin freiner en tout cas cette production d'hormones thyroïdiennes. Et j'encourage absolument personne à l'arrêter et le remplacer par quelque chose de naturel parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. Et c'est une manière d'entretenir l'hyperthyroïdie avec tous les problèmes qui vont à côté, les dysbioses et tout. Entretenir en tout cas les facteurs qui entretiennent base d'eau. Donc après on rentre dans un cercle vicieux. Et ben base d'eau est entraîné par base d'eau. Et c'est un problème. Il faut arriver à stopper base d'eau. Il n'y a que le médicament, le néomercazole, qui reste aujourd'hui assez fort et assez probant pour freiner la production des hormones thyroïdiennes. Euh, Est-ce que tu en es, du coup, Christophe, par rapport à la maladie de base d'eau aujourd'hui? Alors, Mathieu, en ce moment, donc je suis toujours à 20 milligrammes de néomercazole, mais mon bilan sanguin me dit depuis 3 semaines, un mois, que je suis en hypothyroïdie. J'ai une TSH qui tend vers 4,5. Alors, des hormones thyroïdiennes qui sont basses, mais bon, pas non plus trop trop basses, mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai un état clinique, j'ai les mains très froides, j'ai des petits coups de fatigue, et puis j'ai du mal à. Parce que ouais, j'essaie toujours d'avoir une ligne, de ne pas avoir trop de gras autour de la taille et tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai constaté que je devais plus me restreindre au niveau alimentaire que lorsque j'étais même sous néomercazole, là, il y a quelques mois, et que ma TSH et mes hormones thyroïdiennes étaient stabilisées. Donc, c'est aussi donner de l'espoir aux gens qui sont touchés par cette maladie, qui pratiquent des sports et qui sont sous néomercazole. Je veux dire, on peut quand même faire des activités. Et voilà. Moi, je sais que je me dis qu'il ne faut pas que je me précipite, mais je vais retourner voir le médecin d'ici une semaine, 10 jours, pour qu'il me descende un peu le néomercazole. Aussi, avoir l'accord de l'endocrinologue qui préférait, il me disait qu'il fallait mieux être en hypothyroïdie qu'en hyperthyroïdie. Donc, voilà. Ouais, je rejoins aussi cet avis sur cette question. Pour bien des facteurs immunitaires, on a moins d'hyperactivation immunitaire avec l'hypothyroïdie que l'hyperthyroïdie, donc ça permet de garder l'auto-immunité de base d'eau en latence quand on est un petit peu en hypo. Mais bon, ça s'accompagne avec la descente du néomercazole, ça va reprendre son cours. Mais c'est aussi la preuve que les choses s'améliorent, ça veut dire que la thyroïde ne produit plus autant d'hormones thyroïdiennes que ce qu'elle produisait avant, donc que l'auto-immunité est en train de chuter, donc la posologie du néomercazole est à revoir. Et c'est comme ça qu'avance le traitement, et c'est que ça avance bien en tout cas. Ok, pour finir, Christophe, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué? Alors, oui, juste, je veux revenir sur un petit point, donc sur la question précédente. Donc, le marqueur dont je parlais au départ, c'est les TRAC, les antirécepteurs de la TSH. Ce marqueur, donc, tu m'avais expliqué que lorsqu'il diminuait justement, qu'il tendait vers zéro, c'est que justement on s'éloignait de la maladie. Et donc, j'ai oublié de te préciser que moi j'étais donc sous le seuil de négativité, c'était 1,75 pour mon laboratoire, donc je suis à 1,10. Donc, je reprends la question que tu viens de me poser, et le message d'espoir justement que je peux transmettre aux gens, c'est que moi, pour l'instant, effectivement, je ne me suis finalement pas encore sorti de la maladie, mais il faut savoir que de toute façon, il y a des solutions, et c'est pas parce qu'on est dans la maladie de base d'eau que tout va mal. Je veux dire, on peut trouver un équilibre de vie. Heu, on peut vivre heureux aussi, même sans thyroïde. C'est-à-dire que si, il y avait une récidive derrière, eh bien, il y a certains médecins proposent de repartir sur un traitement de néomercazole, d'autres vont proposer l'opération. Donc, voilà, il y a des solutions. Si on est bien équilibré au niveau des hormones thyroïdiennes, ça se passe bien. Ouais, il y a toujours des solutions sur ces problématiques. Solutions de fond, solutions de confort, mais il y aura toujours des solutions par rapport à tout ça. Donc, pas de perte d'engouement, pas de perte d'espoir, pas de descente aux enfers. Posez les questions, parlez-en avec les médecins, avec les personnes concernées par ces problématiques. N'hésitez pas à prendre des informations. Et puis, tout ira mieux dans le meilleur des mondes par la suite. Christophe, je te remercie du coup pour ton intervention, ton retour d'expérience qui est très intéressant et qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. C'est important d'échanger, de dialoguer entre personnes concernées
pour savoir que vous n'êtes pas seul dans cette maladie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se sentir un peu isolé quand c'est comme ça, notamment quand il n'y a pas eu encore de diagnostic ou quand on est un petit peu en errance médicale. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes beaucoup à être concerné par ces problématiques, mais qu'il y a des solutions par rapport à tout ça. Merci beaucoup du coup Christophe, et bonne journée. Eh bien, je te remercie, Mathieu, et je suis vraiment, vraiment, vraiment content et satisfait d'avoir fait le meilleur choix pour moi, c'est de t'avoir consulté. Et d'ailleurs, il me semble que je vais reprendre un rendez-vous après le rendez-vous avec l'endocrinologue pour qu'on puisse faire le point. Et voilà, et je te remercie, Mathieu. Eh bien avec grand plaisir, et puis on se revoit pour faire le point dans pas trop longtemps du coup. Merci. Bonne fin de journée Christophe. Merci et toi aussi, Mathieu. Merci. Merci à tous pour avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Je reste disponible comme d'habitude. Alors, formulaire de contact sur mon site internet, message sur Instagram, c'est bien mieux. Ou petit appel, je réponds quand j'ai le temps entre deux consultations ou sinon je rappelle sans souci. En tout cas, n'hésitez pas à partager le podcast, à liker les épisodes et je vous dis à bientôt.